Et si les CD ne revenaient pas pour la nostalgie, mais pour quelque chose d'autre qui, petit à petit, change la façon dont on écoute de la musique au quotidien? La question n'est pas seulement romantique, elle est pratique. Quand la manière dont le son nous parvient changent aussi les habitudes, les collections et même ce qu'on considère comme une bonne version d'un album. Le CD revient dans la conversation pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le fait de collectionner pour collectionner. Tout cela va bien plus loin. Dans cette vidéo, on explore les signes qui pointent vers ce retour, les facteurs qui l'alimentent et les décisions qui pourraient l'accélérer. Pas besoin d'être technicien pour suivre. Il suffit d'exemples clairs, de comparaisons simples et de 2 ou 3 idées que chacun peut vérifier chez soi. À la fin de la vidéo, il y aura une conclusion directe pour garder l'essentiel en tête et décider quelle voie suivre. On entend partout que le CD est de retour. Au début, ça sonnait comme un effet de mode, un clin d'œil aux années 80, une tendance passagère. Pourtant, après avoir commencé à creuser et constater que beaucoup de gens se remettaient à ressortir des CD, on s'aperçoit qu'il y a des raisons qui vont au-delà de la nostalgie. Et parmi les motifs qui justifient le retour du CD, il y en a un qui invite à prendre le sujet au sérieux. Après avoir vu la vidéo, il y a fort à parier que plus d'un ressentira la même chose. Voyons ça pas à pas. Dans les années 80, quand le CD était une nouveauté, de nombreux foyers l'ont adopté dès le premier jour. Les démonstrations dans les magasins d'électronique laissaient quelque chose de très simple à comprendre. On pouvait passer d'une piste à l'autre instantanément, répéter un morceau en appuyant sur un bouton et voir la durée exacte de chaque titre. Le tiroir s'ouvrait, le disque argenté entrait, on appuyait sur play et la sensation de contrôle était addictive. L'idée a pris très vite parce qu'elle résolvait quelque chose de très simple. Écouter sans bruit de fond et naviguer dans l'album facilement. À partir de là, le CD est devenu une habitude. Les étagères se sont remplies de boîtiers transparents et dans beaucoup de maisons sont apparus des albums à pochette façon classeur qui gardaient des dizaines de disques, 4 par page, qu'on feuilletait à la recherche de la bonne couverture. Il était facile d'érafler une jaquette en la sortant à la hâte, mais ce geste faisait partie du quotidien. Il y a eu aussi les changeurs de CD pour la voiture et les ranges CD du pare-soleil, si bien que le trajet vers le travail avait sa propre bande-son. Le seul problème, c'était la logistique à la maison. Le disque préféré semblait toujours être resté dans la boîte à gants ou dans un autre lecteur de la maison. Il y avait des disques partout et zéro ordre, mais c'est comme ça qu'on vivait alors. Puis sont arrivées les années 2000 et les MP3, une autre révolution mentale. Même si le son n'était pas aussi propre que celui du CD, la portabilité n'avait pas de rival et le fait de tenir dans une poche a tout changé. On est passé de choisir 10 disques pour un voyage à emporter des centaines de chansons, des playlists pour chaque moment et la possibilité de partager des fichiers entre amis en quelques minutes. En voiture, au travail ou à la salle, on ne cherchait pas une écoute critique. On voulait avoir toute la musique sur soi sans complication. Et quand les plateformes de streaming ont commencé à proposer une qualité meilleure que le MP3 pour une dizaine d'euros par mois, la conclusion semblait évidente. Les CD resteraient dans des cartons à la cave. L'évolution technologique offrait trop de commodités et à trop bas prix. Un catalogue quasi infini, une recherche instantanée, des recommandations automatiques, un accès depuis le smartphone, la tablette ou la télé du salon. Ça sonnait comme le dernier clou dans le cercueil du CD. En apparence, la boucle était bouclée, tout était à portée de doigt et le support physique perdait son sens. Alors, pourquoi tant de gens reviennent-ils au CD? La raison qui revient le plus a un nom facile à comprendre, la compression. En radio, on l'a toujours utilisé pour éviter que le volume ne saute d'un morceau à l'autre et pour que, lors du zapping, la station sonne fort et que personne ne parte. Le problème est arrivé quand, dans les années 2000, on a poussé cette idée à l'extrême et qu'on a commencé à tout remonter pour paraître plus percutant que les autres. Le résultat était saisissant les premières secondes, mais fatigant au bout d'un moment parce que tout sonnait aussi fort, sans montée ni descente, qui laisse respirer. Et quand un auditeur se lasse, il change de piste. Il y a un exemple qu'on cite encore et encore, Death Magnetic de Metallica. À partir de cas comme celui-ci, le terme brickwalling s'est popularisé.
En gros, on serre tellement le mix que la musique perd sa respiration. Quel est le problème à l'ère du streaming? Qu'à la différence du CD, au moment où il existe des sites web comme Discogs permettant de vérifier quelle édition on achète et de lire des commentaires sur sa qualité, avec le streaming, cette information se dilue. On ne sait souvent pas quelle version exacte on écoute, si une remasterisation plus récente est sortie, si quelque chose a été changé sans prévenir, ou si ton service a choisi une autre édition pour ta région. Deux personnes peuvent lancer la même chanson et pourtant entendre des versions différentes. Pour beaucoup, c'est une raison suffisante pour rechercher des CD d'époque antérieure à la guerre du volume ou pour parcourir calmement des forums et des bases de données avant d'acheter. Le CD apporte quelque chose de très pratique, un numéro de catalogue, une année précise, des notes de livret qui racontent d'où vient cette édition. Autrement dit, du contrôle. Si quelqu'un trouve un tirage qui sonne bien, il peut le garder et savoir exactement lequel c'est, sans dépendre de changements invisibles sur une plateforme. Voilà pourquoi on voit tant de sacs pleins de disques dans les boutiques d'occasion, pourquoi certains réinstallent un lecteur dans le salon et pourquoi les étagères aux jaquettes bien rangées réapparaissent. Et maintenant, ce qui inquiète vraiment beaucoup d'auditeurs, l'utilisation de l'autotune dans de nouveaux mixages d'albums classiques. On a signalé par exemple que dans le remix de 2024 du premier album de Queen, un ajustement de ton avait été appliqué. On parle de Freddie Mercury. Faut-il autotuner Freddie Mercury? Rien que l'imaginer déroute. Si on ouvre la porte dans un tel catalogue, qui peut être le prochain? Ces décisions ne changent pas seulement un détail technique, elles modifient le sentiment de vérité d'une interprétation. Et c'est là que ça rejoint quelque chose que des milliers de personnes valorisent par-dessus tout. Beaucoup de gens aiment les imperfections. C'est là tout l'intérêt. Il n'y a pas un policier du tempo qui force la batterie sur une grille millimétrée pour qu'elle ressemble à une boîte à rythme. Il y a du pouls humain, de l'élan et du frein, de la respiration. Dans une voix, ce petit pitchy, cette justesse pas parfaite, fait partie de l'émotion, tout comme un soupir au bon moment ou une note qui entre un peu en retard et qui fonctionne mieux justement pour cela. Ces détails sont l'empreinte digitale d'une prise, ce qui fait qu'un live se rappelle pendant des années et qu'un enregistrement de studio garde du caractère. Quand on retouche trop, la chanson peut rester propre et brillante, mais aussi plus plate, moins humaine, et c'est précisément ce que beaucoup ne veulent pas perdre. Il est vrai qu'il faut laisser de côté les idées complotistes. Personne ne dit que cela va devenir massif, espérons que non. Malgré tout, on commente qu'une partie du public le plus jeune, habitué à des voix lissées et à des rythmes édités au millimètre, rejette ce qui n'est pas poli. Difficile à imaginer pour qui a grandi avec des instruments vivants, mais si l'on n'a jamais entendu une batterie avec un vrai balancement ou une voix qui frôle la note et la plante à la phrase suivante, le jour où on les rencontre, elles peuvent sonner bizarres, voire fausses. C'est pourquoi il est important de rappeler une chose simple, la musique se comprend aussi avec le corps, et ce mouvement naturel qui ne rentre pas dans une règle exacte, c'est lui qui donne vie à beaucoup d'enregistrements aujourd'hui considérés comme essentiels. Et si, dans 20 ou 30 ans, on avait deux mixages au choix, l'original tel quel et un autre parfait, sans imperfection? Ça sonne science-fiction, mais la tentation existe. Avec des outils si puissants, commencer par une petite retouche est très facile, et quand la première est acceptée, d'autres suivent souvent jusqu'à ce que la version s'éloigne de l'original. Il circule même des affirmations générées par IA sur des corrections de hauteur dans les voix d'artistes légendaires. Et là apparaît un risque supplémentaire, embrouiller l'auditeur sur la version authentique. Là encore, le support physique apporte quelque chose de basique, une date, une édition et des notes qui laissent dire des traces, et ces traces aident à protéger la mémoire de ce à quoi ressemblait un album au moment de sa sortie. Avec ce contexte, on comprend mieux le troisième point clé du retour du CD et des formats physiques, les réenregistrements. Ils arrivent de plus souvent qu'on ne le croit. C'est souvent lié à d'anciens contrats. L'artiste est propriétaire des chansons, mais pas des enregistrements originaux.
Si une chanson décolle et que les redevances de cet enregistrement ne reviennent pas à l'artiste, la solution est de retourner en studio et d'en faire une nouvelle version. Ainsi, on contrôle le master et on touche tout. Des noms très connus l'ont déjà fait, comme Taylor Swift, Prince ou Frank Sinatra. Pour l'auditeur, le résultat est facile à percevoir même s'il ne sait pas l'expliquer. La voix change parce que les années passent, les instruments changent, parce que le groupe n'est plus le même, les détails de production changent, parce qu'on enregistre avec une autre tête et à un autre moment. Quel effet cela produit-il ? Qu'un jour, tu as envie d'écouter une chanson légendaire et en la lançant, tu remarques que quelque chose cloche. Ça a l'air d'être la même, mais le timbre est différent, l'interprétation respire autrement, l'énergie prend un autre chemin. Ce n'est pas une question de mieux ou moins bien, c'est une question d'identité. Ce n'est pas la version dont tu te souvenais, c'est un réenregistrement. Là, le format physique prend du poids parce que garder le CD ou le vinyle de l'édition originale, c'est conserver cette prise précise avec son mixage et sa date. C'est une mémoire musicale qui ne change pas, avec le temps ni avec des décisions venues d'ailleurs. Il y a quelques années, beaucoup ont décidé de transférer toute leur collection sur un disque dur. Plus d'un a pensé que c'était une manie inutile, puisque le streaming offrait tout pour environ 10 € par mois. On appuie sur play et c'est parti. Avec le temps, la réalité a été moins simple. Des catalogues qui entrent et qui sortent, des chansons qui disparaissent pour des questions de licence, des versions remplacées sans prévenir, et même des services qui changent leurs conditions ou leur catalogue selon la région. Dans ce contexte, ceux qui ont gardé leur CD possèdent aujourd'hui quelque chose de précieux, un accès stable aux versions qu'ils veulent, quand ils veulent, sans dépendre du choix d'une plateforme sur l'édition à écouter ce jour-là. C'est pourquoi, sans besoin de collectionner pour collectionner, de plus en plus de gens rentrent à la maison avec les disques qu'ils savent vouloir conserver. Est-ce que cela signifie se lancer tête baissée à acheter toujours plus de CD ? Chacun verra. Le sensé, c'est de prioriser les disques qu'on écoute le plus, les éditions qui nous intéressent et les albums qu'on veut conserver tels quels. Si l'industrie continue sur certaines voies, il est probable que davantage de consommateurs décident de revenir au CD parce qu'il offre quelque chose de clair, de la stabilité et du contrôle sur ce qui sonne. Peut-être que les nouvelles générations penseront que les plus âgés sont dépassés, mais ceux qui tiennent à cette musique de cette génération comme de la précédente recherchent souvent trois choses: une dynamique qui respire, un mixage reconnaissable et une copie qui ne change pas du jour au lendemain. On apprécie la patte d'une bonne prise et on protège ce qui donne une âme à un enregistrement. Pour celles et ceux qui débutent dans ce monde, le grand aimant peut être le tangible. La sensation de poser le disque dans le tiroir, d'appuyer sur play et de s'asseoir pour écouter sans notification ni écran crée un moment à part. Beaucoup de moins de 20 ans n'ont jamais vécu avec des supports physiques. Il n'y a pas eu de DVD, ni de CD, ni de cassette à la maison. Tout vivait dans une appli du téléphone ou de la télé. Avoir quelque chose qu'on touche avec livret et pochette, placer le disque dans le tiroir. Ce petit rituel, qui pour beaucoup était autrefois une corvée, peut aujourd'hui sembler excitant et nouveau. En plus, le marché de l'occasion facilite l'accès. Il existe des éditions très soignées à des prix raisonnables et, si on le souhaite, on peut commencer avec une poignée de disques essentiels sans trop dépenser. En résumé, pour beaucoup, la clé est simple. On veut la musique originale, sans retouches ultérieures. Voilà pourquoi le CD revient sur la table. Il permet de revenir à un album qu'on aime et de le reconnaître à la première seconde, avec son caractère intact et sa respiration naturelle. Si ce sujet t'a aidé à voir les CD autrement, mission accomplie. L'idée clé est simple. Le format physique n'est pas qu'un disque, c'est du contrôle sur la version qui sonne, sur la dynamique et sur l'histoire de chaque album. À partir de là, chaque auditeur a ses goûts et décide de son propre mélange de confort et de contrôle. Si la vidéo t'a plu, mets un like et abonne-toi pour ne rien rater des prochains contenus. Dis-nous en commentaire ce que tu penses du retour du CD. Aimerais-tu réécouter de la musique sur des supports physiques ou préfères-tu continuer comme maintenant ? Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine vidéo.